Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 158e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 2 avril, il est exactement 10h05 et nous allons parler aujourd'hui d'une nouvelle transat en équipage qui s'élance dimanche prochain de Belle-Île-en-Mer à destination de Marie-Galante, à savoir la Niji 40 réservée à la classe 40. Et nous accueillons 2 marins qui vont y participer. Le premier navigue en classe 40 depuis 2018. Il vient de changer de bateau puisqu'il entraînera sur cette Niji 40 son nouveau décuple, un plan Gianluca Gelfi dont il va nous parler. Il s'agit de William Matlamro. Salut William. Salut à tous. Le second, après plusieurs années en Figaro, navigue quant à lui depuis l'an dernier en classe 40 à bord du 177 Everial, qui est un Pogo S4 signé Guillaume Verdier. Il a remporté l'année dernière le Fastnet et pris la 4e place de la Transat Jacques Vabre avec son coach Tanguy Le Glatin. Il s'agit bien évidemment d'Erwan Le Draoulec. Salut Erwan. Bonjour tout le monde. Eh bien messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide topo sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir la Niji 40. Organisée par Ultimate Sailing, cette nouvelle transat réservée à la classe 40 se dispute en équipage de 3. Elle s'élance dimanche à 13h de Belle-Île-en-Mer à destination de Marie-Galante, un parcours cher à Laurent Voulzy qui en est le parrain et qui a déjà été emprunté à 2 reprises en 2007 et en 2009 pour ce qui était à l'époque la transat BPE courue en solitaire et en Figaro. 13 trios vont prendre le départ de cette première édition dimanche avec plusieurs prétendants à la victoire dont on va parler, dont nos 2 invités du jour qui vont nous présenter leurs équipages, mais également Groupe SNEF mené par Xavier Macaire, Amaris, non pas avec Achille Nebou en attente d'un heureux événement, mais avec Gilda Mahé à la barre, sans oublier Acrobatica d'Alberto Riva, Vogue avec Rhône de Pierre-Louis Atwell ou La Manche Évidence Nautique de Nicolas Jossier. Voilà pour ce rapide topo sur cette première Niji 40. Messieurs, à vous la parole. Racontez-nous déjà comment se passent les préparatifs. J'imagine que vous êtes à pied d'œuvre du côté du port de Kernevel à l'Armor-Plage. On va commencer avec toi, William. Eh ben oui, on est à pied d'œuvre, donc on a changé de zone vendredi dernier puisqu'on est passé de la base au port de Carnevel, donc c'est pas trop loin. C'est aussi le point positif de cette transat, c'est que pour une fois, on n'est pas loin de la maison, donc en logistique et en organisation, c'est assez pratique. Il y a peu de changements dans notre quotidien finalement, donc c'est assez reposant. Voilà, le village pour l'instant est pas énorme puisque je crois que le gros de l'organisation se fera surtout à Belle-Île. Et donc là, on est plutôt sur la partie contrôle de sécurité avec l'orga, et puis voilà, on profitera un peu plus de tout ça quand on sera à Belle-Île. Et nous, notre timing est un peu plus chaud, donc voilà, on a quand même pas mal de travail sur le bateau encore avant de partir. Et pour toi, Erwan, toi tu disais petite traversée également, mais toi je crois que tu as fait un petit détour pour aller de la base à Kernevel. Comme pour William, c'est sûr que le convoyage était pas très long. Nous, on a fait un petit détour à Pléglennant vendredi, histoire de vérifier sur notre beau classe 40 Everial. Puis après, effectivement, on est bien content d'être à Kernevel. C'est sûr que c'est assez pratique aussi pour moi et mon équipe qui sommes du coin. Donc voilà, tout va bien et on est au taquet. Quel va être le programme jusqu'à dimanche? Je crois qu'il y a une parade, c'est ça qui va vous emmener à Belle-Île jeudi? On est sur les contrôles sécu, on essaie de faire quand même un maximum de choses comme si on partait jeudi, parce qu'une fois qu'on sera à Belle-Île, ce sera forcément un peu plus compliqué de bricoler ou d'emmener du matériel. Et voilà, donc ce sera l'occasion d'amener les bateaux à Belle-Île et d'emmener nos partenaires, les sponsors de la course. Enfin voilà, donc
Jeudi, on emmène les bateaux à Belle-Île et puis après, on attend le grand départ dimanche à 13h si je me trompe pas. Avant de parler de cette Niji 40, si vous voulez bien, on va revenir rapidement sur votre saison 2023. On va continuer avec toi, Erwan. Tu as succédé donc à la barre d'Everial à Stan Turet. Raconte-nous un peu comment s'est passée cette transmission et quel bilan tu as tiré de ta saison en 2023. Je rappelle que tu as terminé cinquième sur le défi atlantique et sur les Sables Horta. Tu as remporté le Fastnet et signé une belle quatrième place sur la Jacques Vabre. C'est vrai que ça se terminait pour moi en Figaro. Lionel Garcia, le PDG d'Everial, m'a passé un petit coup de fil en me disant que ça allait s'arrêter avec Stan et qu'il cherchait un nouveau skipper et que j'étais sur la shortlist. Donc j'étais plutôt ravi d'être sur cette shortlist. Et puis voilà, je me suis un petit peu préparé pour aller présenter mon projet. Ça a l'air de leur avoir plu et donc voilà. Donc je suis allé aux Antilles chercher ce bateau qui venait de terminer la route du Rhum. On a navigué un petit peu ensemble avec Stan, qui m'a montré un petit peu comment il avait vu les choses pour le début sur ce bateau. Et voilà, c'était des conditions pas désagréables pour naviguer, hein, pour prendre en main un bateau aux Antilles. Tu vois, cet hiver, ça manque un peu, mais on y va bientôt. Forcément, pour une première saison en classe 40, on est tous super contents. Le sponsor comme moi, on fait troisième au championnat classe 40. On remporte une étape aussi sur le défi atlantique. Enfin voilà, vraiment plein de bonnes choses. Et j'étais ravi de cette première année sur ce circuit qui est bien passionnant. Ça fait du bien de passer dans ce monde un peu plus prototype avec des bateaux, voilà. Après les années en Figaro, c'est nouveau et c'est super intéressant et c'est bien de varier un petit peu les supports comme ça. Et on passe facilement de l'un à l'autre quand on a été habitué pendant quelques années au monotype. Il y a pas de surprise. On va dire qu'on est beaucoup plus libre et que du coup, il faut penser à des nouvelles choses. Il n'y a pas que naviguer au programme. Par contre, c'est sûr que je dis souvent que le Figaro, c'est quand même un peu la prépa de la course au large. Alors si ça se passe pas trop mal en Figaro ou qu'on aille après, ça devrait bien se passer. Et voilà, on navigue tellement sur le circuit Figaro que et voilà, non, l'enchaînement s'est très bien passé et voilà, je suis ravi de comment ça s'est fait. William, toi, c'était ta troisième saison en classe 40 sur le 184, qui est un plan VPLP construit chez Multiplast. Tu as terminé deuxième du Fastnet, huitième de la Malouine 40, et vous avez malheureusement dû abandonner avec Pietro Luciani sur la Transat Jacques Vabre. Raconte-nous un peu le bilan que toi, tu as tiré de cette saison 2023. Ouais, bah bilan un petit peu mitigé parce qu'on a eu des surprises un peu avec ce bateau. Il y a des courses auxquelles on n'a pas pu participer. Ils avaient quand même fait la Normandie, moi je pouvais pas la faire. Au final, l'été avec le Fastnet a été une bonne surprise. On est arrivé juste derrière Erwan justement, mais voilà, c'était une bonne surprise après tout le travail de fiabilisation qu'on avait fait sur ce bateau. Et malheureusement, comme tu l'as dit, voilà, la Jacques Vabre s'est arrêtée un petit peu vite on a percuté un OFNI au bout de 8 heures de course, alors qu'on était vraiment bien préparé, bien dans le tempo. Donc évidemment, c'est très décevant, mais ça fait partie aussi de la course au large, on n'y peut rien. Et il y en aura d'autres, donc voilà. Malgré ça, le bilan était positif et au final, on s'est tourné assez vite sur la suite puisqu'on avait déjà commandé le nouveau bateau. Donc pour être assez clair, en fait, c'est Pietro Luciani qui est armateur de ce nouveau bateau. Et donc moi, le contrat du 184 de 2022-2023 s'arrêtait, le contrat de location. Donc ça a été une belle opportunité pour moi de rebondir sur un nouveau support, voilà, et de repartir avec des nouvelles armes. Moi, c'est un sujet qui me passionne pour le coup. C'était le deuxième bateau que je construisais. Pietro m'a vraiment donné la carte blanche et entièrement la main pour mettre au point ce nouveau bateau. Donc voilà, c'est énormément de travail, énormément de détails et de temps, mais c'est passionnant. Tu vas nous raconter un petit peu plus dans le détail justement ce choix de bateau. Avant d'en parler, toi, tu n'es pas passé comme Erwan et d'autres par la case Figaro. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment toi tu es arrivé à la course au large directement par la classe 40. Ouais, alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai sauté les étapes. Moi j'ai grandi loin de la mer déjà. J'étais à Paris, j'ai fait des études d'architecture. Et puis à la fin de mes études, je suis venu à Lorient pour faire la route du Rhum en 2018.
qui paraissait un peu fou parce que j'avais très peu d'expérience et assez peu navigué en solitaire surtout. Mais voilà, c'était mon challenge et puis ça s'est bien passé. Et à la suite de ça, j'ai continué du coup dans cette classe. J'avais eu l'occasion de faire un petit peu de mini, des convoyages comme ça à droite et à gauche. Et puis voilà, l'occasion du projet Route du Rhum s'est présentée, donc j'ai sauté dessus et donc c'est pour ça que j'ai un peu brûlé des étapes. Donc j'ai dû aussi rattraper beaucoup de lacunes que j'avais, hein, forcément, parce que je suis allé directement sur un gros bateau, mais c'était voilà, c'est passionnant. Et donc là, ça va être la 6e année dans ce circuit-là, et c'est dingue de voir l'évolution de ces bateaux là en 6 ans, qui est absolument incroyable. J'ai eu la chance de naviguer sur, enfin d'avoir, ça doit être mon 4e ou 5e bateau. Donc j'ai pu vraiment découvrir au fur et à mesure les innovations, les changements de carène, de voile aussi, etc. Justement, quel est un peu du coup le choix de ce plan Guelfi? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, est-ce que c'est Pietro qui l'a fait et du coup toi tu en as profité ou comment ça s'est passé et quels sont un peu qu'est-ce que tu attends de ce nouveau support par rapport au précédent? Alors alors Pietro, on se connaît depuis longtemps, hein, puisque on était concurrents en fait ensemble dans la classe 40 depuis 2019. Et on avait déjà fait une transat ensemble, donc on est devenus amis à la suite de ça, et c'est pour ça qu'on a commencé à faire des courses ensemble. Et quand il m'a du coup donné sa volonté de construire un nouveau bateau, on a regardé ce qui était faisable en timing déjà dans les chantiers, quel plan était disponible. Et lui étant italien, il connaissait très bien Gianluca Gelfi, du coup l'architecte de ce bateau-là. Donc on s'est rapproché de lui assez naturellement, et puis on savait que évidemment c'était un bateau qui avait déjà fait ses preuves avec Pirelli, avec Acrobatica, etc. Donc on savait que c'était un bateau qui allait vite, donc c'était une très très bonne base. Et voilà, donc on s'est mis d'accord assez rapidement quand même pour se dire qu'on allait lancer ce bateau-là. Ce qui a été génial, c'est que les propriétaires des 3 autres bateaux, puisque nous c'est le 4e, ont été assez transparents et open sur leurs ressentis, les choses qu'on pouvait éventuellement améliorer. Donc voilà, Gianluca, il fait en sorte vraiment de faire évoluer ses bateaux à chaque fois. C'est le même moule de coque, de pont, etc. Mais structurellement, il y a toujours un petit peu d'évolution, de placement de quilles, de placement de mât. Et puis nous, on a adapté aussi énormément l'ergonomie du bateau à la façon dont on navigue, mais voilà, le gros du boulot avait quand même été très très bien fait. Et le chantier qui a construit ce bateau, donc à Gênes en Italie, qui s'appelle San Giorgio Marine, un très jeune chantier puisqu'ils ont juste 3 ans. Pirelli était leur premier bateau en fait à être construit chez eux, c'était un peu leur vitrine. Voilà, construit très très bien. On voit le résultat, le bateau, c'est vraiment un petit bijou. Et puis, ils nous ont permis aussi de faire un peu ce qu'on voulait dans les finitions. Donc, c'était très, très intéressant. Pour nous, c'était un peu moins pratique puisqu'on a dû, du coup, faire pas mal de sessions de travail là-bas avec notre équipe. Parce qu'on voulait surtout pas, enfin, moi, ça m'intéressait pas trop d'acheter un bateau clé en main, prêt à naviguer. On a vraiment travaillé dans les détails, avec eux dès le mois de décembre. Donc voilà, et puis on a mis ce bateau à l'eau du coup il y a 2 semaines, donc il est tout frais, tout frais. Donc on l'a ramené, en fait, on a fait une partie de l'accastillage en Italie, on l'a rapatrié à Lorient pour le terminer ici avec les fournisseurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, que ce soit les électroniciens, matelotteurs, voiliers, et mis à l'eau du coup le plus vite possible à Lorient en prévision de la Niji. Voilà, on est par contre très conscient que le timing est court, hein, pour fiabiliser un bateau comme celui-ci. Mais voilà, de par l'expérience qu'on a aussi de ces bateaux-là, de l'équipe qui travaille avec moi depuis assez longtemps, on a pu anticiper beaucoup de choses. Donc on est arrivé à un stade qui est quand même assez avancé par rapport au timing qu'on avait. Ouais, mise à l'eau le 15 mars, si je me trompe pas, pour Niji le 7 avril, c'est effectivement assez court. Erwan, quel est toi un peu ton regard de concurrent sur ces plans Guelfi, hein? On a la Grande Pirelli, le bateau d'Ambrogio Beccaria qui a fait des étincelles assez vite. Il a terminé deuxième de la Route du Rhum, remporté la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Avant de parler de ton propre bateau, un mot sur ce que tu penses du bateau de William, des plans Guelfi. Écoute, c'est sûr que l'histoire
de Gianluca et Ambrogio et le chantier en Italie dont j'ai oublié le nom est quand même super. San Giorgio Marine. Voilà. C'était quand même hyper, on va dire, engagé de la part d'Ambrogio qui venait de décrocher un gros sponsor, de faire confiance à son ami Gianluca pour le premier bateau et à ce chantier qu'on n'avait jamais fait. Et ils ont été impressionnants parce qu'ils se sont mis au niveau des chantiers français qui font ça depuis des années et voire mieux, on va dire. Donc voilà, j'étais ravi de voir qu'Ambrogio terminait deuxième à la Route du Rhum et puis bah l'année dernière, il nous a montré que qu'il voilà, il a vraiment resté tous les podiums, gagné la Jacques Vabre et voilà, donc c'est sûr que je pense même pas, je suis sûr que Gianluca est un super architecte. Je pense que ce bateau est très polyvalent, ce qui est, on va dire, assez rare dans ces nouveaux SCO où il y en a, où certains voilà sont plutôt très typés pour une allure et pas pour une autre, enfin ont un ou deux points forts et un ou deux points faibles. Bah, aujourd'hui, ouais, c'est un bateau qui a vraiment sa place dans le top des bateaux sur ce circuit. Donc voilà, je comprends tout à fait le choix de William et j'espère qu'il n'aura pas eu le temps de trop le préparer avant la Niji. Parlons de ton bateau, un Pogo S4 signé Guillaume Verdier. Clairement, un bateau qui avait été dessiné pour la Route du Rhum, donc pour les allures portantes. C'est vraiment le point fort de ton bateau, Erwan. On est du coup loin d'être sur un mauvais bateau, mais par contre, on est sur quelque chose de un petit peu moins polyvalent, c'est sûr. Tout le dessin a été tourné autour du portant VMG dans des forces de vent, on va dire, d'alizé, donc entre 10-12 nœuds et 23-24 nœuds. C'est sûr qu'à cette allure-là, au portant, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de meilleurs bateaux. C'est vraiment hyper agréable à manier dans ces conditions. Il est très rapide. En fait, il a une carène très tendue, inversée, ce qui fait qu'une fois qu'il décolle, on va dire, sur son inversion, il diminue énormément les frottements et il accélère, on va dire, le premier. Ce sera le premier bateau à démarrer dans une vague ou dans un surf. C'est dur pour nous dans le petit temps, enfin même super dur pour nous dans le petit temps. Cette inversion, elle va plus faire un rôle de frein que de voilà, le bateau va réussir à se lever sur là-dessus. Après aussi, on a un petit peu de mal à accrocher les derniers plans Guelphi. Voilà, c'est sûr que pour la Niji 40, je suis super content d'avoir le Pogo. On a vu sur la Transjac Vabre quand même qu'on devait être 12e ou 13e entrée dans les vrais alizés au niveau des Canaries et on est remonté jusqu'à la 4e place avec ce bateau ultra rapide. Donc ça fait naviguer d'une façon un petit peu différente où des fois on mange vraiment notre pain noir et il faut pas faire de bêtises malgré tout et on sait qu'on va perdre. Donc c'est assez rigolo quand le bateau va un nœud plus vite que ceux à côté, quoi. C'est un bateau qui me plaît bien, il est très typé, mais je prends du plaisir dessus et je pense que ce sera un bon bateau pour cette saison 2024. Erwan, on va continuer avec toi. Ce bateau, justement, est-ce que tu l'as fait évoluer pendant cet hiver? On sait que certains, j'ai eu Xavier Macaire qui a le même bateau que toi, qui m'avait expliqué la semaine dernière que lui, il avait beaucoup renforcé l'année d'avant parce qu'il y avait quelques problèmes structurels. Est-ce que de ton côté, il y a eu aussi du renforcement? Est-ce que vous avez travaillé sur le bateau cet hiver? Ces nouveaux bateaux vont quand même à des vitesses assez impressionnantes de temps en temps, quoi. Dès que c'est du reaching, ça commence à aller très vite et il y avait eu pas mal de problèmes de structure. Donc toutes ces choses-là, on a fait comme Xavier l'année dernière, bien renforcé. Et puis et on avait envie de tourner un petit peu le chantier vers la performance. Alors pour ça, on a installé les fameux pavois, donc en fait, qui permettent d'améliorer les écoulements à la gîte. Donc en gros, à la place que quand le bateau gîte vraiment, on peut imaginer le coin arrière avec la poulie de spi, le chariot, tout ça traîner un peu dans l'eau, ce qui est pas très bon pour les écoulements. Et avec ces pavois, bah le bateau va s'appuyer dessus, donc être un tout petit peu moins enfoncé dans l'eau. Les écoulements vont être beaucoup plus propres. Ça va générer un petit peu d'antidérive forcément. Ce sera un appui plutôt positif et peut-être même légèrement un peu de RM. Hein. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait. C'était rigolo d'essayer de faire ça. Donc on a consacré une partie du chantier à monter ça. Et puis aussi on avait fait beaucoup de choses rapidement l'année dernière, parce que comme j'ai récupéré le bateau aux Antilles, la période de préparation en France a été assez courte.
Et donc j'avais mis une quille flambant neuve, mais j'avais pas eu le temps on va dire de la préparer. Donc on a passé beaucoup de temps à préparer les appendices, à faire que la carène soit propre. Qu'aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à gommer tout ça. On va être dans l'objectif de gommer un petit peu les défaillances de vitesse aux allures difficiles pour ce Pogo S4. Et puis je pense que ce sera aussi que mieux au portant, mais les premiers entraînements sont plutôt positifs, hein, il y a du mieux. Ouais, cette Transat cette Niji 40 arrive vite dans la saison, hein, départ dimanche. Est-ce que tu as pu t'entraîner combien de temps en amont de cette Transat? Je suis un grand persuadé qu'il faut faire des heures sur l'eau, donc on a mis à l'eau parmi les premiers classes 40 mis à l'eau, alors qu'on était quand même sur un très gros chantier, donc tout début mars. Donc les 9 on les a comptées et chacune était dans des objectifs bien précis. En tout cas, quand on regarde par rapport, je pense, aux concurrents qui partent, on a réussi à être tôt à l'eau et à beaucoup naviguer. Donc voilà, on est très content d'être dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Avant de partir sur la Niji, voilà, on a fait tous les stages organisés par mon cher coach Tanguy. Et voilà, donc c'en est pas si mal sorti, je pense, et on est très content d'être dans ces conditions-là. Après, on verra bien ce qui se passera, mais on est content du travail effectué jusque-là. Et toi, William, il y aura eu combien de jours d'entraînement de navigation avant de s'élancer dimanche sur la Niji 40? Écoute, nous, on est large, on est large. On est à la 5e navigation, donc on en prévoit d'en faire encore 2 d'ici le départ, dont le prologue. Donc voilà, donc c'est pas du tout assez, on en est conscient. Donc chaque navigation, on a profité du temps qu'on avait pour vraiment checker un maximum de choses, d'envoyer toutes les voiles à chaque fois pour bien régler le mât et bien vérifier que tout allait. Mais voilà, on n'a pas eu de grosses surprises, ça c'est la bonne nouvelle. Mais on rallongeait un petit peu la job list quand même à chaque navigation. Et plus on avance, plus on rentre dans les détails aussi. On l'a vu notamment cette semaine. Voilà, avant, on était plutôt sur du gros œuvre de fiabilisation. Là, on rentre vraiment dans les petits détails de marquage, de boot. C'est assez positif, mais voilà, on est conscient que, que c'est pas assez. Après, on a des bons bricoleurs qui sont à bord. Davy Baudard, que vous connaissez sûrement, et Hugo, qui travaille avec moi pendant toute l'année. Donc ça devrait aller. Bon, parlons maintenant de cette Niji 40 qui le départ est donné 3 semaines avant The Transat CIC. Donc il y a deux transats au programme de la classe 40 en ce début de printemps. Quel a été le choix pour vous? Pourquoi ce choix de la Niji 40? On va continuer avec toi, William. Alors moi, le choix, il s'est fait, alors qui est pas forcément idéal en termes de timing, puisque on aurait pu gagner un mois si on faisait The Transat. Mais il y avait, alors le bateau devait arriver un petit peu plus tôt à la base aussi. Mais il y avait le choix aussi de partir sur une Transat Sud, hein, pour la première course de ce bateau-là. On sait que The Transat, ça va être une course quand même probablement compliquée en termes de météo. C'est pas des bateaux qui sont faits pour le prêt, clairement pas. Enfin, en termes de confort à bord, pour avoir fait des courses avec des grosses dépressions les premières semaines au prêt, c'est vraiment pas agréable et douloureux pour les bateaux. Donc on voulait pas risquer de mettre à mal ce bateau-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur cette course. Et puis c'était bien aussi de commencer sur une course en équipage pour bien fiabiliser le bateau et être prêt pour le reste de la saison. D'accord, ouais, donc c'est plutôt un choix de sécurité quelque part. Un choix de sécurité et après oui parce que c'est aussi sympa d'aller à New York. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, de naviguer en équipage. C'est pas une année où on a une Jacques Vabre ou une route de Rome, donc c'est un peu particulier. Et c'est une des seules années où on peut naviguer avec des gens assez différents sur toutes les courses. Donc je voulais aussi profiter de ça pour continuer à progresser et et apprendre d'autres personnes. Bon, on va parler de tes équipiers juste après. Erwan, toi, pourquoi avoir fait ce choix de la Niji 40 plutôt que de The Transat CIC? Est-ce que le choix s'est même posé pour toi? Eh ben, écoute, c'est sûr que le choix s'est posé. C'est un peu spécial d'avoir deux courses comme ça pour les mêmes bateaux et il faut en choisir une, quoi. Et c'est deux grandes courses.
La Transat anglaise, elle fait forcément rêver. Après, ça fait longtemps qu'elle a pas eu lieu en classe 40. Enfin, qu'elle a pas eu lieu tout court. Et la dernière fois en classe 40, je crois que c'était quand même du solide. Et il n'y avait pas encore les SCO. Ouais. Exactement. Et donc l'Esco, ben c'est quand même des bateaux super rudes à naviguer aux allures un petit peu low-fait. Des bateaux qui tapent beaucoup. Il y a déjà eu beaucoup de problèmes structurels. Et avec cette Transat, qui est une très très belle course, hein, que j'espère faire un jour, en fait, ce qui me faisait déjà un petit peu peur, c'était que s'il y avait le moindre problème technique, être à l'heure pour la Québec-Saint-Malo devenait compliqué et la saison pouvait être quasiment blanche. Et quand on sait les budgets de fonctionnement que mettent nos partenaires derrière et tout ça, je me voyais pas trop, j'avais pas très envie de prendre ce risque pour mon partenaire. Et puis après, forcément, ben on en a discuté il y a quelques minutes, mais mon bateau est dessiné pour le portant. C'est dommage de pas lui offrir les conditions qu'il aime. Donc, euh, donc voilà, la Niji, une route sud avec un peu plus de portant. Ça rajoute aussi la course, l'Atlantic Cup aux États-Unis. Et mine de rien, c'est quand même sympa d'aller naviguer dans ces eaux-là qu'on connaît pas pour nous comme pour les partenaires, hein, d'aller montrer les couleurs d'Everial sur la côte américaine. C'est une chose qui nous plaisait bien. Et puis ça nous laisse forcément un petit peu plus de temps pour assurer aussi la Québec Saint-Malo. Donc voilà, donc il y a une course en plus, c'est une course au portant et je trouve ça même si voilà, ça se trouve on va être sur une route assez nord sur la Niji et peut-être qu'on va, enfin je touche du bois pour pas abîmer le bateau, mais en tout cas je pense qu'on a diminué les risques en choisissant ce parcours-là et voilà, donc ça. Ouais, parce que tu me l'expliquais pendant la conférence de presse à Paris de présentation de la Niji 40. Pour toi, l'objectif prioritaire pour ton sponsor, c'était d'être au départ de la Québec Saint-Malo. Oui, en fait, Everial ont une filiale toute récente là qui viennent de racheter au Québec. Donc on va faire beaucoup d'événements là-bas sur place de relations partenaires. C'est aussi une course franchement mythique qui existe depuis je sais pas combien d'années et voilà, et c'est un parcours. Enfin voilà, c'était quelque chose qui nous faisait très envie, même si la Niji on a autant envie de faire un bon résultat, enfin voire peut-être même plus vu les capacités de notre bateau et les conditions on va dire en moyenne pour ces différentes courses, mais voilà, on avait très envie d'être au départ au Québec et pour Everial. Et du coup, voilà, ça a rajouté, on va dire, en plus de toutes les autres raisons que je t'ai dit, une raison de plus. Bon, la Transat Québec Saint-Malo qui fête ses 40 ans cette année. William, toi aussi, il y aura ce triangle Niji 40, Atlantic Cup, Québec Saint-Malo au programme? Oui, on ne se sépare pas avec Erwan pendant toute l'année. Exactement pareil. Voilà, on va remonter les États-Unis. On fera la course donc l'Atlantic Cup avec Pietro en double, puisqu'il va nous rejoindre. Il va me rejoindre à Marie-Galante. Il emmènera le bateau à Charleston. Et puis après, on emmènera le bateau à Québec pour faire Québec-Saint-Malo aussi en équipage. Donc ça va être une belle année bien chargée, un peu différente de ce qu'on fait d'habitude aussi. Donc faut en profiter. C'est une belle année de voyage, hein. On va dans des coins où on a très peu l'habitude de naviguer, en tout cas. Enfin, en tout cas pour ma part. Donc faut vraiment en profiter. Voilà, ça va être sympa. Parlons maintenant de vos équipages respectifs. On va continuer avec toi, William. Donc toi, tu pars dimanche avec Hugo Picard et David Baudard. Raconte-nous pourquoi eux. Alors Hugo, ça paraissait assez naturel c'est mon préparateur, hein, il navigue avec moi, enfin il travaille avec moi depuis la route du Rhum 2022 et on a beaucoup travaillé ensemble tout l'hiver justement sur le chantier de ce bateau-là, donc c'était assez naturel qu'ils viennent déjà parce que voilà, quand même une récompense du travail qu'il a fourni et puis c'est un très bon marin qui a beaucoup d'expérience et qui est un expert du système D, donc c'est aussi rassurant techniquement qu'il soit à bord avec ce bateau tout jeune. Et puis Davy Baudard, et ben, alors on se connaît depuis que je suis arrivé à Lorient il y a 6 ans, et donc je voulais quelqu'un qui pousse très fort, avec qui j'ai pas trop l'habitude de naviguer aussi. On a navigué longtemps ensemble sur des petites courses,
Mais voilà, Davy, il a une très bonne expérience en IMOCA, donc il va, j'en suis sûr, apporter un regard un petit peu extérieur. Il est voilà, très bon sur la perf, techniquement, sur, sur la manière de pousser les bateaux à 100%, donc ça va être intéressant pour ça. David Bodard, qui est, comme tu le disais, co-skipper de Louis Burton en IMOCA sur les dernières Transat Jacques Vabre. Erwan, pour toi, équipage de choc avec le vainqueur, le tenant du titre de la solitaire du Figaro, Corentin Auro, et Thomas Rouxel, aussi éminent figariste, qui a aussi navigué beaucoup ces dernières années sur Sodebo avec Thomas Coville. Pourquoi eux? Pour, on va dire plusieurs raisons. On va commencer par Corentin. C'est sûr que je me souviens quand je construisais mon Pogo 3, donc mon mini à Sainte-Marine, je suivais la solitaire du Figaro et ce gars-là terminait deuxième, je crois, derrière Jérémy Bayou. Donc c'était une superstar à mes yeux d'enfant. Et puis quand je l'ai vu redébarquer sur le circuit Figaro, pendant que j'y étais, voilà, j'ai vu quelqu'un que j'avais suivi plus jeune devenir un concurrent et j'ai vu que c'était un gars bien sympa, donc on est devenus bien copains. Et puis forcément, il est aujourd'hui au top de son niveau. J'aime bien emmener des figaristes. L'année dernière, j'avais emmené Pep, Costa. Il y en aura sûrement sur les prochaines courses aussi. Voilà, j'ai confiance en ces gens-là. Je sais qu'on a vécu des choses, on va dire ensemble, bien dures et que c'est des vrais costauds et des vrais bons. Et alors quand on gagne la solitaire comme Corentin et comme je n'ai pas réussi à faire, ou en tout cas pas encore, non, mais j'ai pas réussi à faire les dernières années, lui, il a réussi et j'imagine le niveau qu'il faut avoir pour réussir ça. Donc, je suis hyper heureux qu'il ait tout de suite été très motivé par cette transatlantique. Et voilà, donc c'est un mélange, on va dire, de performance et d'humain, hein. C'est vraiment un gars super avec une joie de vivre assez, enfin, qu'il transmet assez bien. Et voilà, donc tout ça m'a donné vraiment envie d'emmener Corentin. Et par contre, Thomas, je le connaissais beaucoup moins. Corentin le connaissait un peu mieux puisqu'ils ont fait on va dire un demi-tour du monde ensemble sur le trophée Jules Verne avec Sodebo il y a quelques années. Et par contre, je connaissais aussi la légende du barreur au portant, du gars qui travaille beaucoup avec ses sensations et voilà, donc on va dire que j'ai été un petit peu pioché dans différentes cases entre Corentin qui a bossé des années très carré pour aller jusqu'à remporter la solitaire et Thomas qui est un gars à fond dans la sensation, qui sent hyper bien les choses, qui barre super bien et voilà, donc c'était assez rigolo d'avoir ces deux gars-là qui étaient vraiment très motivés. Je me suis vraiment pas battu pour qu'ils viennent et ça me plaisait aussi beaucoup. Et puis ces deux gars qui ont jamais fait de classe 40 mais qui ont des expériences en IMOCA, en ultime beaucoup, donc voilà, j'avais envie de piocher dans autre chose. Moi, c'est forcément un petit peu quand on mène son projet, je pense que William sera d'accord, mais on est toujours un peu plus le nez dans le guidon et je suis persuadé qu'il faut pourtant aller voir un petit peu sur tous les supports pour progresser et j'ai pas forcément eu le temps là depuis que j'ai récupéré le classe 40 Everial. Et du coup, je suis allé chercher des gars qui avaient des regards extérieurs et c'est sûr qu'ils ont des idées nouvelles, différentes et très intéressantes et voilà. Et puis après, ben moi j'ai toujours envie de progresser. On verra ce que sera le résultat, mais naviguer avec ces gens-là, c'est sûr que il y aura va falloir que je mette une paille dans leurs deux cerveaux et que je tire le maximum de choses pour moi. Mais voilà, je savais que ça me ferait beaucoup progresser et déjà aller aux entraînements, ça s'est avéré vrai. Et puis voilà. Et puis ben Thomas aussi, c'est un gars super sympa. Et voilà, moi pour performer, je pense qu'il faut avant tout prendre du plaisir. Je suis un grand persuadé de ça. Et là, on prend beaucoup de plaisir et j'espère qu'on en prendra tout au long de cette transatlantique. Effectivement, sur le papier, ça a de la gueule. William, quel est un peu ton regard justement sur les forces en présence quand tu regardes l'équipage à bord d'Everial et d'autres qui pour toi sont les favoris de cette Niji 40? Et ben il y a pas mal de favoris puisqu'il y a des équipages qui sont assez solides, mine de rien.
rien, hein. Malgré le fait que ce soit une course qui n'a jamais eu lieu, il y a quand même du gros niveau qui est présent sur cette Niji. Donc, je pense évidemment à Everial, hein. C'est un équipage très costaud avec des grosses expériences à bord. Moi, je pense aussi à Xavier Macaire sur SNEF, Xavier, Amaris, Acrobatica. Voilà, il y a quand même des bateaux donc qui ont du gros niveau à bord et surtout beaucoup d'expérience avec leurs bateaux, puisque c'est pas des bateaux neufs. Voilà, ils savent déjà aller vite avec leurs bateaux et c'est quand même important. C'est quand même important. Donc voilà, ça promet d'être assez soutenu. Donc voilà, si on arrive à tenir un peu le paquet, ça sera bien. Dans tous les cas, nous on se donnera à fond pour ça, parce qu'on a bossé comme des fous tout l'hiver pour être prêt. Voilà, on sait que ça va être dur, mais ça va être hyper intéressant, hein. C'est pour ça aussi qu'on est dans cette classe-là, hein. Les bateaux sont différents, sont des prototypes, mais les écarts sont assez minimes. Ça permet qu'il y ait des rebondissements sur les courses. C'est ça qui fait l'âme de la classe 40. Donc c'est génial aussi de voir au fur et à mesure des années que ça attire des profils qui sont de plus en plus intéressants et des gars qui ont beaucoup d'expérience. Donc ça amène un très haut niveau qu'il y avait moins avant, je pense, et une homogénéité aussi qui est hyper intéressante dans le développement de tous les skippers, quoi. Ça nous oblige à vraiment pousser sur l'entraînement et aller vraiment dans le détail des bateaux. Vous avez beaucoup navigué en double l'année dernière. Vous êtes trois sur cette course. Ça change beaucoup de choses ou finalement pas grand-chose? Et est-ce que vos bateaux sont bien ergonomiquement bien adaptés à un format triple? Ben, c'est sûr que ça change un petit peu. Erwan, il a un petit cockpit aussi comme moi. Moi, c'est vraiment un bateau typé solo, donc le cockpit est tout petit, on est vite surchargé. Je pense qu'à 2, c'est idéal. À 3, on commence à se marcher un peu dessus, mais il faut se dire aussi on est rarement 3 à être dehors, sauf, je pense, pour des manœuvres importantes ou des petits tronçons. Mais voilà, ce qui va changer aussi, c'est évidemment l'efficacité des manœuvres, mais il va falloir ranger un petit peu sa chambre à l'intérieur, parce que ça va prendre de la place. Ça nous oblige aussi à emmener beaucoup plus de matériel, hein, de nourriture, d'eau. C'est pas négligeable dans la gestion de la vie à bord. Mais c'est aussi hyper intéressant parce qu'on dort du coup plus, donc on est plus reposé. C'est potentiellement plus positif pour la stratégie, la météo et donc la perf. Voilà, on est potentiellement plus à 100% enfin encore plus à 100%. Et puis voilà, humainement, c'est aussi un beau projet, hein. Ça, c'est pas anodin de traverser l'Atlantique à 3, donc on a plein de choses à apprendre des uns des autres. Erwan, tu as déjà toi expérimenté le format en équipage l'année dernière sur le défi Atlantique. Comment ça s'était passé? Ça le fait sur ton classe 40? Ouais, écoute, je pense que mon bateau est pas si mal pour l'équipage. C'est vrai que j'ai fait le défi Atlantique et la Rolex Fastnet Race à 4. Et j'ai pris beaucoup de plaisir déjà dans cette partie équipage et je trouvais que ça se goupillait pas trop mal. Donc c'est sûr que c'est un peu nouveau pour moi, hein, d'être aussi nombreux après plein d'années en solitaire. Mais non, je trouve ça assez intéressant. Donc 3 j'ai jamais fait. Ça va un petit peu être une nouvelle organisation, mais voilà, ce qui est assez sympa, comme disait William, c'est qu'on peut tirer forcément un peu plus sur les bateaux, les exploiter au maximum de leur potentiel. Et puis, ben, on sait tous quand même que le sujet en course au large, c'est le repos. Et en solitaire comme en double, c'est très dur, hein. En double, c'est quasiment aussi dur qu'en solitaire en fait, parce qu'on bah, il faut s'occuper du deuxième, hein, si on est crevé, mais que le deuxième est encore plus crevé, ben, faut prendre sur soi. Ou si on se réveille un peu fatigué, mais que le compagnon, ça fait des heures qu'il est à la barre, il a été super bon, et ben, il va falloir se réveiller et puis se donner autant que lui pour être à la hauteur. Donc ça tire beaucoup sur les bonhommes. Et là, 3, je pense que ce sera encore une nouvelle organisation. Je pense qu'il y aura forcément peut-être un peu
des meilleures phases de repos, ce qui est quand même assez agréable. Et voilà. Mais non, je trouve que le bateau est pas trop mal fichu pour qu'on soit deux sur le pont sans trop de problèmes. De toute façon, trois sur le pont, comme là aussi dit William, ce sera très rare. Hein, ce sera pour le passage de la ligne au départ, et puis très vite, ce sera plus comme ça. Mais voilà. Non, non, c'est rigolo de faire cette transat à trois. Il y en a pas d'autres. C'est une très bonne idée de l'organisateur, et puis c'est aussi, ben, comme on disait, l'occasion d'emmener des personnes super intéressantes pour profiter de leur expérience. Bon, à 5 jours du départ de cette Niji 40, est-ce que vous commencez à avoir une petite idée de quelle sauce vous allez être mangé sur le départ? On a l'impression qu'on n'en a pas complètement terminé avec les trains de dépression. Erwan, on va continuer avec toi. Est-ce que tu commences à avoir une idée un peu de la météo des premiers jours? Ben, écoute, ce que je peux te dire, c'est que déjà, on va pas passer une semaine super ensoleillée, ce qui va pas nous empêcher peut-être de passer une super semaine, mais elle sera pas très ensoleillée. Et après, moi, j'essaie de me forcer de pas trop regarder, hein. On est à une petite semaine encore presque du départ, donc ce serait imaginer des choses qui n'auront probablement pas lieu. Après, comme tu l'as bien dit, et c'est vrai, les dépressions ont l'air de vouloir continuer de s'amuser un petit peu avec le golfe de Gascogne et la côte atlantique française. Donc voilà, il n'y a pas d'anticyclone en place. On voit que voilà, on est dans des systèmes pardon un petit peu dépressionnaires. Donc voilà, c'est sûr que on peut facilement imaginer un ou deux passages de front avant d'aller attraper les vents portants minimum, et des conditions qui peuvent être solides après. Vraiment, c'est encore un petit peu loin. Déjà le créneau pour aller à Belle-Île, il va falloir être assez bon pour le trouver, parce qu'il va falloir passer entre deux coups de vent, parce que ça pour le coup c'est dans pas si longtemps, et la météo est pas très bonne dès aujourd'hui, même hier. Donc euh, donc voilà. Xavier Macaire m'expliquait, comme je disais, il a lui aussi un Pogo S4, que le bateau il était quand même très, très dur auprès, il y avait de quoi se faire mal, tu confirmes? Bon, écoute, j'ai pas beaucoup navigué sur les autres bateaux, un tout petit peu sur le VPLP à l'époque, mais oui, je sais pas si les autres sont plus faciles. Nous, c'est sûr que le bateau est hyper rude à ces allures-là, avec sa carène très tendue, il tape vraiment fort. Euh, c'est sûr qu'on passe pas des très bons quarts d'heure. Non, mais on passe pas des très bons moments auprès dans de la mer. Après, quand c'est sur des transats comme ça, c'est déjà du prêt, on va dire un petit peu plus rapide, du prêt océanique. Et puis, bah, c'est sûr qu'il faut espérer que ça dure le moins longtemps possible. Après, plus il y a de vent, même si c'est pas agréable au près, plus les vitesses se lissent avec nos concurrents. Xavier comme moi, avec nos bateaux, on n'aime pas trop les allures de près, mais plus c'est fort, plus ça se lisse, donc ça nous dérange pas trop. Mais voilà, c'est sûr que c'est des bateaux hyper rudes. Bon, Tanguy s'était fait un petit peu mal sur l'aller-retour aux Açores l'année dernière. Donc voilà, mais même au portant, hein, en fait, ces nouvelles carènes accélèrent très fort, puis plantent dans la vague de devant et s'arrêtent tout aussi vite. Et voilà, on a même pas, on va dire, les foils que peuvent avoir les IMOCA, et qui de temps en temps permettent d'amortir un peu les chocs. Et voilà, c'est sûr on se fait bien secouer les tripes, et quand on est dans la machine à laver, on rêve des alizés. William, tu confirmes? Je confirme, je confirme. Voilà, c'est effectivement des bateaux qui sont vraiment pas du tout agréables au près. Je pense que c'est la même chose pour tous les scopes. Peut-être que c'est un peu moins sur des bateaux très roqués, type David Raison, mais voilà, pour avoir fait la route du Rhum 2022 avec trois fronts à passer, dans plus de 50 nœuds et beaucoup de mer, c'est vraiment pas des moments rigolos. Comme c'est très plat, ça tape beaucoup. Il faut avoir une gîte minimum, sinon on risque vraiment de casser les structures des bateaux à l'intérieur. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que la récompense derrière dans les alizés est à la hauteur de la souffrance qu'on a eue la première semaine. Ouais, et le corps et l'esprit ont vite tendance à oublier les moments difficiles. Exactement, on oublie très vite. Non, mais après, voilà, au-delà de ça, c'est
comme disait Erwan, sur du pré-océanique, on peut ouvrir un petit peu pour aller plus vite, donc c'est moins rude que sur des petits parcours. Et c'est quand même des bateaux qui commencent à avoir des vitesses exceptionnelles pour la taille qu'ils font au près, quoi. Bon, et en combien de temps tu penses que vous allez arriver à Marie-Galante? Eh ben, nous, on devrait y être en 14 jours, Erwan, 14 jours et 1 heure. En tout cas, vous prenez tous les deux semaines de nourriture? Écoute, nous, on a prévu 17-18 jours, je crois, de nourriture. Voilà. Après, on adaptera, comme Erwan a dit, on regarde de loin un petit peu la météo parce que ça évolue un peu tous les jours. Et on adaptera le nombre de jours, je pense, à la veille du départ. Mais c'est dans ces eaux-là, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Très bien, William, on va finir, et Erwan aussi, par parler un peu d'avenir. Avec ton partenaire Décuple, William, l'objectif, tu es reparti toi, sur un projet jusqu'à la Route du Rhum 2026, c'est ça? Alors oui, alors le projet va jusqu'à la fin de l'année pour l'instant, mais on se projette effectivement sur une route du Rhum 2026 avec ce bateau-là, hein, parce que pour le coup là le timing sera très bon pour une fois. Généralement, je suis un petit peu décalé, mais l'objectif est d'arriver sur une route du Rhum avec un bateau que je connaîtrai par cœur du coup, voilà, de faire une belle année aussi Transat Jacques Vabre. Et puis ça sera déjà pas mal. Et puis à la suite de ça, on verra si on changera de taille de bateau. Ouais, il y a des envies, il y a des envies justement de passer à des tailles supérieures. Ouais, il y a des envies. Il y a des envies là. Je pense à la fin de la route du Rhum, ça fera 8 ans que je serai en classe 40, donc je commencerai à être un des vieux. Mais oui, oui, il y a effectivement des envies. J'ai la chance de naviguer sur des bateaux plus grands, des bateaux à 3 coques aussi, donc ça fait rêver, c'est d'autres sensations et c'est toujours stimulant aussi de repartir sur un projet différent et nouveau avec des nouveaux parcours, des nouvelles courses, des nouvelles personnes. Donc oui, il y aura des nouveautés, je pense, après la route du Rhum. Dans un monde idéal, ça serait quoi? Ça serait de l'IMOCA, l'Ocean 50, autre chose? Dans un monde idéal, ça serait de l'IMOCA, mais il y aura probablement en fait 2 années de tampon parce que la Route du Rhum c'est 2026, le Vendée Globe 2028, donc ce sera trop court pour faire 2028. Donc je me projetterai plutôt sur 2028-2032. Et du coup, dans un monde idéal, j'aimerais bien faire 2 ans d'Ocean 50, ouais, entre les deux, parce que j'ai pu découvrir ces bateaux-là avec Mathieu Perrault qui a mis à l'eau son Interinvest et avec qui on avait pas mal navigué l'année dernière. Et c'est vrai que c'est des. Erwan sera d'accord là-dessus. C'est des bateaux qui sont absolument incroyables. Donc ça me plairait bien de faire ça pendant 1 an et demi. Bon, tu fais les transitions pour moi. Erwan, tu ne caches pas toi aussi ton intérêt pour les Ocean 50 depuis la fin de ton parcours en Figaro. Est-ce que c'est toujours dans un coin de la tête? Est-ce qu'il y a des projets de ton côté? Bah écoute, c'est les sujets un petit peu du moment jusqu'à cet été avec mon partenaire. C'est sûr que ce soit en Figaro ou en classe 40, je prends toujours autant de plaisir à naviguer, à faire ces courses. Je trouve qu'on fait un sport assez génial et voilà, il faut profiter voilà, faut pas toujours en vouloir plus, mais bon, on a du mal à s'en empêcher. Et moi, comme Everial, c'est sûr qu'on regarde d'un œil un peu amoureux ces multicoques. Alors, est-ce qu'on y arrivera dès l'année prochaine? Peut-être. En fait, on cherche un petit peu un co-partenaire en ce moment pour faire un projet avec 2 partenaires en Ocean 50 et pour aller jusqu'à la route du Rhum. Et puis après, ben, si ça se fait pas, on fera du classe 40 et puis on verra sur quelle classe 40. Mais voilà, il y a plein de projets. En tout cas, c'est sûr qu'avec Everial, ça se passe assez bien. Donc, on a les mêmes rêves. On va faire en sorte, on va faire de notre mieux pour qu'ils se réalisent, mais voilà, on verra bien. Mais c'est sûr que ces Ocean 50 font vraiment rêver. La route du Rhum en solitaire en multicoque, c'est une face nord qui se doit d'être faite une fois, je pense. Et puis, mais si c'est pas cette fois-ci, sera peut-être une autre fois. Mais voilà, c'est sûr que
que j'ai très envie de ça. Voilà. Mais après, si ça continue en classe 40, ben ça continuera en classe 40. Écoute, on verra, on en discute en ce moment. Rien n'est acté aujourd'hui. Bon, avis à ceux qui nous écoutent, s'il y a un copartenaire veut se joindre à Everial sur le circuit Ocean 50, l'année prochaine, il est bienvenu. C'est ça, Aaron? Ouais, c'est sympa de le redire. Ouais, carrément. Bah, c'est sûr que si on trouvait un copartenaire, voilà, on partirait à fond dans les Ocean 50. C'est sûr que nous, on est très près. On a bien fait le tour de tout ça. Donc, c'est sûr que si on trouve un copartenaire qui veut se joindre à nous pour cette aventure, eh ben, ça peut vite s'enchaîner. Eh bien, très bien, le message est passé. Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne semaine de préparation de cette Niji 40. On rappelle le départ dimanche 7 avril à 13h de Belle-Île-en-Mer à destination de Marie-Galante. Bonne traversée à tous les deux et à vos équipages respectifs. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 159e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous et à tous les deux. Merci Axel, à bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!